En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous, à Angoulême, en face de l'espace Franquin, 15 rampes d'Aguesseau, dans un endroit pluriel, dans un endroit, j'allais dire, trinitaire, si je voulais faire un clin d'œil au nom de cet endroit, puisque ça s'appelle les Trois Ateliers. Pourquoi ça s'appelle les Trois Ateliers ? Eh bien, nous allons le voir, et surtout à travers celui qui, entre autres, porte ce projet, c'est Valère Prosperi. Valère, bonjour. Et bonjour Jean-Michel et merci. De rien. Il y a quelque temps, j'ai vu sur les réseaux sociaux que cet endroit avait été en partie transformé en galerie d'art, en exposition de peinture. Enfin, vous allez nous raconter tout ça. Alors Valère, on va faire un petit passage dans le rétroviseur. Il y a bien des années, vous êtes arrivé tout jeune à Angoulême. Vous avez monté votre premier atelier de tatouage. Ce n'était pas encore tout à fait la mode, et puis ça a grandi, et vous avez évolué dans le tatouage et aussi dans votre réflexion sur l'art et sur la manière de transmettre l'art. Et aujourd'hui, j'allais dire qu'en point d'orgue, c'est pas l'ouverture, puisque c'est déjà ouvert depuis quelque temps, c'est cet endroit pluriel. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cet endroit pluriel, Valère ? Alors, si vous me permettez une toute petite digression quant à votre rétrospective, je dirais que ça part un peu plus loin. Alors, effectivement, je suis venu à Angoulême pour les Beaux-Arts déjà, mais mon père était artiste peintre, puis il a tenu des galeries d'art et un magazine d'art contemporain qui s'appelait New Art International. Du coup, pour en venir à cet établissement, effectivement, nous avons un atelier de broderie, flocage, sérigraphie, enfin tout ce qui concerne la bagagerie, le textile, les goodies, que l'on peut donc personnaliser à travers des logos, que ça s'adresse autant aux professionnels qu'aux particuliers. On a évidemment sur un autre niveau un atelier tatouage, donc on est déjà à 2 ateliers, n'est-ce pas ? Et puis, oui, il y avait une partie de cet établissement qui est très lumineuse, agréable, des matériaux nobles. Et tout naturellement, la réflexion nous est venue de transformer cette zone en une galerie. Alors, ça vient pas de nulle part non plus. En effet, j'ai su par ma belle-mère que mon père, avant de décéder, rêvait de me faire évoluer vers une galerie d'art et l'art contemporain. Bon, alors, mais ça suit aussi ce cheminement du tatouage, où c'est aussi de l'art, et je sais que vous dessinez fort bien, jusqu'à cette galerie dont votre père souhaitait que vous puissiez un jour, en profiter et en faire profiter les autres à travers votre œil. Mais quel a été le cheminement de Valère, du tatouage jusqu'à cet endroit ? De toute façon, j'ai toujours abordé le tatouage, d'une manière très artistique, puisqu'on était, à l'époque, on était 350 en 99, et il faut reconnaître que la plupart des tatoueurs du moment ne créaient pas d'œuvre originale. J'étais un peu un ovni en arrivant des Beaux-Arts et en proposant cette démarche, de création et de personnalisation. D'ailleurs, ça s'accorde avec le deuxième atelier, comme je disais, atelier broderie, sérigraphie, flocage et ainsi de suite. Alors, juste pour revenir là-dessus, vous avez une associée qui est là, d'ailleurs, en bas, à côté de ces machines, puisque c'est au rez-de-chaussée, enfin, à l'étage, c'est pas la cave, hein, c'est l'étage du bas, on va dire, avec ces machines. Je dis ça parce qu'il faut qu'on comprenne que cet atelier-là, il est surtout ouvert aux professionnels, vous l'avez dit aussi aux particuliers, mais plutôt aux professionnels. Vous avez parlé de goodies, tout le monde ne sait pas ce que c'est que des goodies. Je voudrais juste que vous reprécisiez vraiment ce que fait cet atelier, parce que puisqu'on y est, c'est important. Et après, on va monter à l'étage supérieur. Alors oui, on peut trouver, comme je disais, de la bagagerie, par exemple, des sacs de sport, des doudounes, des t-shirts, des sweats et tout ce qui est textile. Et quand je parlais de goodies, je parlais par exemple des mugs. Voilà, c'est un des articles les plus vendus, les plus demandés surtout, mais ça peut aller plus loin. On va proposer bientôt des pins, comme dans les années 90. Oui, bon, bien connu. Voilà, donc ça évolue toujours plus. De toute façon, on n'est jamais immobile ici. Oui, je vois, c'est toujours mobile. Bon, alors ça, on l'a bien compris, c'est pour la partie broderie et qui est bien située, c'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans l'espace, comme vous dites, très lumineux, on a tout de suite affaire à la galerie. C'est ça.
C'est ça, c'est ce qui réunit de par l'esprit artistique, et c'est ce qui est l'aboutissement de notre devis d'associés, hein, Vanessa et moi, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Bon, après, elle a ses propres raisons. Et donc oui, tout naturellement, et puis c'est aussi la salle d'attente, il faut le reconnaître. Mais tout naturellement, la galerie aujourd'hui va prendre une place plus importante et va permettre surtout, lors des vernissages, d'inviter nos réseaux. Parce qu'il faut dire que Vanessa étant en place depuis 2017 et faisant partie de certains groupes professionnels, moi depuis 99, autant vous dire que quand on invite, il y a du monde qui vient, et donc ce sera avec grand plaisir qu'on fera ce melting pot de socio-culturel, j'ai envie de dire, et socio-professionnel. Donc un lieu convivial où on est invité à découvrir les œuvres que vous exposez. C'est ça, exactement. Alors il y a évidemment une toute petite partie qui concerne pour le coup mes propres œuvres picturales ou photographiques, qui d'ailleurs tournent autour d'Angoulême pour la partie photo. Ce qui n'est pas négligeable parce que je suis très attaché à cette ville pour la chance qu'elle m'a donnée de vivre de ce que j'aime, ce qui de nos jours évidemment est important. Et puis surtout les artistes que l'on amène à exposer chez nous et qui sont pas des moindres. On commence avec Oleg qui est un Ukrainien passé par le Canada et aujourd'hui en Charente c'est un personnage incontournable avec son surréalisme, si je puis dire. En tout cas, il s'en inspire pas mal. C'est les œuvres que vous avez derrière nous. Mais il y a aussi quelques petits artistes locaux, par exemple Christophe Duplessis, dont on peut découvrir les œuvres sur les murs d'Angoulême. Alors, je ne parle pas de graffiti transgressif, mais de trompe-l'œil, voilà, donc de murs peints et j'en passe, qui fait des produits qui sont peut-être plus des objets finalement, des plateaux, des casques de moto et ainsi de suite. On veut que ce soit large. Le fil conducteur, c'est quand même des couleurs assez acidulées. C'est une forme peut-être de transgression un petit peu. Ça peut toucher à l'art, au street art, puisqu'il y a aussi la partie tatou, mais ça reste quand même très très large sur les styles que l'on expose. Alors, une exposition comme on va aller plus avant, on va la regarder et en parler pour nos auditeurs, hein. Tout le monde n'a pas l'image, donc, et c'est surtout une émission de radio, donc jusqu'à quand cette exposition est là aux 15 rampes d'Aguesseau? Alors, on fait le vernissage dans un mois. Il reste encore 3 œuvres à exposer aujourd'hui. Ils vont venir tout à l'heure. On a aussi un autre artiste qui doit amener ses œuvres la semaine prochaine. Donc on fait le vernissage au 29 mars et elle restera un mois de plus. En fait, les expos restent 2 mois, sauf Christophe Duplessis, où comme c'est plus de l'objet, lui, c'est une expo permanente en fait, hein. Il a un coin qui lui est dédié. Bon, alors, on va revenir au premier artiste dont vous allez parler, dont vous allez nous rappeler le nom, et on va s'approcher, vous allez nous montrer des choses qu'il fait. Voilà, alors ici on a sa série qu'il appelle Les Châteaux. Alors les châteaux, ça peut paraître un peu paradoxal, on a des scènes qui sont peut-être plus futuristes. En cela, il n'est pas tout à fait surréaliste. Et puis, ce qui est intéressant dans son œuvre, ce qui m'a beaucoup touché, c'est la patte, le côté expressionniste, c'est-à-dire les empattements de peinture qui évidemment nous éloignent d'un Salvador Dali, peut-être populaire de par son côté un peu plus classique, je dirais. Si vous permettez, moi j'ai envie de dire, si pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ont vu le film Le Cinquième Élément, il y a des voitures qui volent, il y a des maisons qui volent, il y a des arcs-boutants, je ne sais pas comment décrire complètement, il y a des nuages, il y a cette peinture délicate, à la fois un peu figurative, mais complètement comme dans un rêve. C'est ça, et c'est exactement ça, et c'est effectivement la première référence qui m'est venue, Le Cinquième Élément, sachant tout de même qu'on est sur des œuvres qui ont un petit côté mystique aussi. On sent, oui, effectivement, quelque chose d'onirique, j'en conviens, mais aussi quelque chose d'assez spirituel. Alors, on peut le comprendre peut-être un peu mieux quand on se rend compte qu'il expose 2 types d'œuvres, donc les châteaux, dont je vous parlais, dans les tons bleu violine, et puis de l'autre côté, on a des portraits qui ont un côté très Renaissance et qui, par moments même, pourraient toucher à ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on peut considérer comme de l'ésotérisme. Il y a presque quelque chose de médiéval et même d'avant-Renaissance, finalement. Les années 1500. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. D'ailleurs, on retrouve des personnages comme Don Quichotte, alors qui sont beaucoup plus tardifs, bien sûr, mais qui représentent la chevalerie, la fin de la chevalerie féodale.
Ah oui, c'est vraiment très expressif. Et alors, c'est vraiment des peintures complètement différentes. Et oui, on se croirait plongé dans les siècles passés, mais comme un peu une caricature. Oui, c'est ça. Et en même temps, quand on regarde de près, on retrouve le côté onirique avec des petites étoiles, on retrouve des petits châteaux qui volent dans des coins de toile. Donc finalement, on se rend compte que non, il y a bien un fil conducteur entre les deux séries d'œuvres qu'expose Oleg. Et puis évidemment, il y a aussi ces sculptures. Oui, alors juste en dessous des peintures, au niveau, pas de la plinthe, mais du bas du mur, vous avez des plots avec des sculptures. C'est ça. Alors, d'ailleurs, il y en a aussi dans cette vitrine. Les sculptures ont aussi ce côté un peu onirique avec des personnages qui peuvent faire penser à des fous, le fou du roi, je veux dire, hein, ou presque au Petit Prince, avec comme s'il marchait sur des planètes qui faisaient presque la taille d'un humain finalement. Donc, on reste toujours dans la même symbolique, dans la même, dans la même représentation, sachant qu'il travaille alors avec une fonderie bordelaise, je crois, de mémoire, des alliages de cuivre qu'on retrouve d'ailleurs dans les pièces de monnaie de l'arbre de vie avec Adam et Ève, et toujours des petits rochers qui se baladent dans les airs. Et cet aspect cuivré, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous amène vers des teintes bleues lorsqu'il s'oxyde ou des teintes orangées, évidemment, quand il est poli. Donc on retrouve les mêmes teintes finalement que ces œuvres picturales. Bien, toujours le même artiste, toujours dans le même monde, mais en relief. Exactement. Et d'ailleurs aussi toujours cette espèce de naïveté ou de patte, si j'ose dire, c'est-à-dire on sent la gestuelle, les sculptures ne sont pas lisses ou hyper réalistes, elles demeurent quand même, accrochées, si j'ose dire, elles sont impactées en fait dans leur fabrication. Alors, j'allais dire qu'on les sent en mouvement, même si ce sont des sculptures qui ne bougent pas, elles bougent quand même, enfin, en tout cas dans notre esprit, puis quand on les regarde, parce qu'elles ont un mouvement, c'est ce que vous étiez en train de dire, et puis si tant est qu'elles marchent sur un globe, on imagine que c'est en train de tourner. Alors, on va peut-être parler de votre autre artiste que vous exposez. Oui, donc Christophe Duplessis, alors qui se trouve sur la partie plus basse évidemment, puisque le haut, c'est la partie qui m'est dédiée. Mais Christophe Duplessis est un personnage assez classique, avec des études classiques justement, comme je disais, de trompe-l'œil, et pour des murs peints, il fait surtout des décors peints en fait dans des maisons, entre autres choses. C'est un artiste polymorphe, très polyvalent, qui va travailler de la gouache, de l'acrylique. Son inspiration est, entre guillemets, beaucoup plus classique. J'entends par classique beaucoup plus culture urbaine. On va dire que ça intéressera évidemment des gens passionnés du circuit des remparts, des vieilles motos, des vieilles voitures, mais aussi du rock en général. Je pense à des rockabilly, enfin des collectionneurs en tout poil nostalgiques d'une époque un peu révolue, d'il y a 70 ans à peu près. D'accord. Je vois aussi des abattants de toilettes avec Betty Boop. C'est ça, c'est ça. Et c'est des motifs en plus. Zut, pardon. Ah, mais c'est pas grave. Je vois aussi un casque de moto. Vous parliez du circuit des remparts, mais je vois un casque avec un personnage historique peint dessus. Comment dire, c'est à la fois figuratif et puis ça nous emmène aussi dans l'imaginaire. Oui, c'est ça. Alors ça y est, ça me revient, je m'excuse. Donc le casque, par exemple, est déjà vendu. Il y a aussi une scie qui est déjà vendue. En fait, on a été très surpris du succès et en même temps, il cadre complètement avec la ville d'Angoulême, le festival de la BD, le circuit des remparts, ce côté donc voilà illustratif effectivement, et peut-être un peu rétro aussi, hein, comme je disais. Oui, dans la vitrine devant moi, j'ai une hache motor Harley-Davidson devant mon nez, qui est une hache peinte, manche noire, et sur ce fond noir, quelque chose de cuivré, le dessin, un peu une tête de mort, et puis le logo d'Harley-Davidson. C'est ça. C'est ça, c'est des motifs en plus évidemment qu'on retrouve de manière traditionnelle dans le tatouage. Donc c'était tout naturellement que ça a trouvé sa place chez nous puisqu'on allie encore une fois ces trois ateliers et en plus au plus près de la partie atelier tatouage d'ailleurs. On va y venir. Qui sont les gens qui achètent ces œuvres aussi bien rappelez-moi le nom de votre artiste premier que je ne fasse pas de bêtises. Alors Oleg, on n'est pas dans on a vraiment des clientèles très disparates entre Monsieur Duplessis et Oleg.
Oleg, dans la mesure où bon, on n'a pas les mêmes prix, on n'a pas la même utilité, je dirais. Là, on est plus dans l'artisanat d'art. De l'autre côté, pour Oleg, on est plus dans la peinture. Et les tarifs ne sont pas les mêmes, d'ailleurs. Mais alors, pour Christophe, c'est pas compliqué. On vient de vendre de produits, encore une fois, des gens, des collectionneurs vintage, old school, je dirais. Je pense à un monsieur qui roule Harley, et je pense à un autre monsieur, bon, je peux pas vraiment donner les noms pour des raisons, voilà. Mais un monsieur qui tient un établissement lié à l'automobile, à la mécanique. D'accord, très bien. Bon, on voit que c'est une clientèle pas hétéroclite, mais en tout cas plurielle, là aussi, hein, comme l'endroit. Et puis alors au-dessus, ce sont vos œuvres à vous, ce sont des dessins que vous avez pu faire et réaliser sur des tatouages. Qu'est-ce que c'est? Alors, ou pas, effectivement, il n'y a pas de dessin lié au tatouage au-dessus, donc on a 3-4 toiles qui datent un petit peu, hein. C'est des toiles que j'ai peintes il y a une quinzaine d'années. On a surtout des photos, je me suis amusé à prendre en photo de manière, j'ai envie de dire très urbaine, c'est-à-dire que je les ai prises simplement avec mon portable. Je les ai retouchées pour avoir ces couleurs assez acidulées qui se rapprochent des deux autres artistes d'ailleurs, avec des bleus et des oranges criards, bon, qui sont des couleurs complémentaires, tout le monde le sait. Mais on a aussi des lettrines anciennes, des monogrammes, si vous voulez, des assemblages d'initiales, voire même des mots entiers qui dont chaque lettre s'entrecroise, ce qu'on appelle des nombres. Et c'est d'inspiration 17e, 18e. Ça a remplacé à un moment donné même les armoiries. Et ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas de lien au tatouage. En revanche, j'ai fait un BTS expression visuelle, donc graphisme publicitaire. Et c'est vrai que je ne suis pas contre de dessiner plus de logos. C'est quelque chose qui me passionne. Alors, de logos pas forcément modernes, justement, plutôt de cette inspiration-là, quoi. Alors, pour en revenir à ces lettrages, ça me rappelle les petits tampons bleus qu'on avait autrefois, que les dames ou certains messieurs apposaient sur le linge pour faire les broderies ensuite avec les initiales du marié, de la famille, ou etc. Exactement. Alors, on les retrouve dans les cachets de cire, mais on les retrouve tout à fait, effectivement, sur la lingerie familiale. C'est quelque chose qu'on fait aussi avec l'atelier broderie, justement, surtout à l'approche de Noël. C'est des idées cadeaux qui viennent pas mal. Mais c'est aussi quelque chose, quand même, qu'on retrouve dans la street culture. Je pense au graffiti, évidemment, qui s'en inspire. Et surtout dans ce qu'on appelle le lettering chicanos. Alors, pour faire court, les Mexicains, les gangs mexicains de Los Angeles se sont appropriés un type de lettrage qu'on appelle le lettering, qui donc excelle dans le tatou, puisque c'est quelque chose qui est conçu pour, hein, on parle de membres de gangs, donc qui portent sur eux les noms des frères ou même du gang en soi. Et du coup, voilà, on est vraiment sur des typographies particulières, mais inspirées quand même de l'ancien temps. Donc c'est très très cohérent avec l'ensemble des trois ateliers, justement. Bien, alors c'est intéressant de voir que l'histoire a participé à l'histoire des gangs. Mais bon, et juste à côté, je voudrais revenir sur votre travail de photographie que j'avais vu par ailleurs. Donc on reconnaît l'église Saint-André, par exemple, ce sont ou le clocher de la cathédrale d'Angoulême prise entre deux murs ou vers le musée, la partie verrière du musée d'Angoulême, et puis les remparts. Et vous avez adjoint, c'est pour que les gens puissent s'imaginer ce que nous sommes en train de voir, vous y mettez du graffiti entre guillemets, vous retouchez un peu les couleurs, enfin vous mettez votre patte Valère Prosperi. Oui, et ce qui m'intéresse, c'est de faire ressortir cette espèce de bipolarité de notre ville d'Angoulême, c'est-à-dire l'ancien qui la caractérise évidemment, hein, ville médiévale, ses remparts, sa cathédrale romane exceptionnelle qui a été plusieurs fois imitée tout autour de nous dans les petits villages, mais en même temps c'est une ville qui se projette dans l'avenir avec de nombreux festivals comme, bon, vous savez tous, hein, les musiques métisses, les gastronomades, le circuit des remparts, le festival de la BD, le festival du film court et j'en passe. Et ce qui est très particulier dans la ville d'Angoulême, qui me rappelle un peu l'Italie du Sud, c'est une ville chargée d'histoire, c'est une ville qui se projette énormément, et paradoxalement, c'est pour ça que je parlais de bipolarité, paradoxalement, c'est quelque chose qu'elle vit mal, parce que c'est une ville dont l'histoire, c'est toujours un rendez-vous manqué.
Alors, il faut nous en dire plus. Oui, on sait bien que le prince noir, par exemple, a évidemment envahi notre ville, qu'elle a été rendue ensuite au roi de France, d'où la devise latine qui caractérise notre belle cité médiévale. Mais il y a eu le papier à cigarette, le Nil, il y a eu de l'industrie en fait, la DCNS, enfin à l'époque. Et malheureusement, malgré tout ça, elle aurait pu concourir avec une reconstitution des remparts avec Carcassonne, par exemple. Mais malgré tout le patrimoine, sa situation géographique, ce cours d'eau qu'est la Charente, quand même, ça, à côté de Cognac, qui est une ville évidemment dont le produit portant le même nom est mondialement connu. Malgré tout cela, c'est une ville qui n'arrive pas à décoller à la hauteur de sa situation géostratégico-politico. D'accord. Alors justement, c'est intéressant parce que ma question suivante était, avant que vous ne parliez de ça, de la hauteur que Angoulême n'arrive pas à décoller, j'allais dire. On a failli avoir la fusée Tintin. Hein. Bon, votre vision, vous avez vécu à Naples, etc. Vous avez une partie de votre famille qui est napolitaine. Vous êtes arrivé à Angoulême, vous avez découvert Angoulême. Et qu'est-ce que vous avez découvert, à part qu'elle ne décolle pas aujourd'hui? Parce que toujours intéressant d'avoir la vision de quelqu'un qui vient d'ailleurs. Alors, si je devais mettre une pointe d'humour, j'ai découvert une forte communauté portugaise, justement, à l'église de Saint-André, qui m'a beaucoup rappelé l'Italie. Et je ne suis pas le seul, puisque l'un des fameux guides, vous savez, touristiques, parle d'Angoulême en disant qu'il y a un petit côté napolitain, justement, dans le vieil Angoulême. Hein. Mais justement, c'est cette ville un peu chaotique, un peu cracra, vieille, qui n'arrive pas à embellir son ancien. Et en même temps, ben, évidemment, cet ancien est présent. Je veux dire, les remparts sont excessivement présents, ils sont là, ils sont magnifiques, mais on passe tous les jours à côté, c'est pas non plus l'appel des tours de Carcassonne, quoi. Donc c'est très napolitain. Bon, alors vous voulez dire qu'on ne voit pas assez. Alors, vous me parlez, c'est un peu cracra, ça a été beaucoup plus que ça. Il y a eu toute une période, vous étiez très jeune, où il y a eu beaucoup de travaux d'embellissement, mais c'est peut-être pas encore arrivé au top. Alors, qu'est-ce que vous proposeriez ? Un temps, j'ai fait des propositions, même à la mairie. Hein. Bon, il y en a qui ont été réalisées, d'ailleurs, pas de mon fait, mais parce qu'il fallait le faire. Je crois que c'est pas tant physique ou matériel ce qui est à faire, ni pécuniaire. Hein. On sait très bien qu'il y a certaines difficultés économiques, encore à plus forte raison aujourd'hui. Je crois que c'est surtout... Ça doit s'ancrer dans l'esprit des Angoumoisins eux-mêmes. Les Angoumoisins devraient être fiers de leur ville, devraient intégrer citoyennement, politiquement, au sens évidemment premier du terme, de la vie publique, leur ville et la faire vivre, la magnifier. L'intérêt de ces photos, l'intérêt d'une galerie à Angoulême, c'est de s'inscrire dans la ville d'Angoulême, justement. C'est pas juste d'assouvir un vieux fantasme personnel, égotique ou je ne sais quoi. Bien. Alors, il y a quelques personnes comme vous, c'est souvent des gens venus d'ailleurs, qui ont des initiatives et qui le font avancer. Ne serait-ce que, par exemple, avec le Festival du film francophone. Vous avez parlé du format court, mais il y a aussi le Festival du film francophone avec notamment M. Besnéard. Donc, il y a toujours des gens de l'extérieur qui sont venus pousser un peu Angoulême. Hein. Moins pour la bande dessinée, mais plus pour les choses actuelles. Alors, c'est intéressant d'avoir votre regard. Et puis, on va terminer l'émission en montant 1, 2, 3, 4, 5 marches pour arriver jusqu'à votre atelier tatouage, puisque des graffitis ou des anciens tampons, j'allais dire, qui sont sur le mur, on arrive dans votre atelier où vous continuez, malgré toutes vos activités, un peu à tatouer. Oui, c'est une passion. J'ai besoin de me réaliser, de m'accomplir artistiquement, que ce soit à travers l'écrit, la peinture, le dessin, la photo, vous l'avez compris, mais aussi à travers le tatouage que je pratique évidemment depuis 25 ans, à raison de 8 heures par jour, 5 jours par semaine, grand minimum, et puis très peu de vacances. On est chef d'entreprise, c'est le lot de tous les Français, ça. Conclusion, je crois que je pourrais jamais m'en passer, et je crois même peut-être que c'est le médium et le support, je parle du dermographe et de la peau, que je maîtrise le mieux d'un point de vue graphique et technique. En plus, ce qui est très intéressant dans le tatou, en tout cas c'est la démarche que j'ai voulu préserver,
C'est que je tatoue encore avec des machines dites anciennes de nos jours, qui donc nécessitent de mettre la main à la pâte en fait. Elles sont à régler, elles sont indestructibles parce qu'on peut en changer les pièces indéfiniment. On peut les faire, se les approprier complètement. Elles ne sont pas aussi stériles qu'un stylo bic. Et donc ça va avec la démarche, c'est-à-dire le style artistique. C'est une démarche pleinement assumée artistiquement. Mais c'est ce que je trouve fascinant dans le tatouage, c'est que c'est un peu comme si pour la peinture, on créait son fusain avant de créer son dessin. Bien. Alors après, on pourrait parler longuement du tatouage, de toute son évolution, car vous avez vu donc depuis toutes ces années, 25 ans, toute l'évolution de ce métier. Vous étiez donc précurseur ici. Vous avez maintenant plein de collègues et d'autres façons de travailler, mais ça sera peut-être pour une autre émission. Là, simplement, on voulait parler de cet endroit, ce triple, donc de ces 3 ateliers Rampe d'Aguesseau, numéro 15. La galerie, qui est la partie vraiment ouverte à tous et qu'on vous conseille de venir passer un moment, hein, même peut-être vous asseoir. Et puis, il y a l'arrêt de bus. C'est un endroit magnifiquement placé pour cela. Et puis, on vous apercevra discrètement sur la gauche en rentrant, en train de tatouer. Et puis, en dessous, votre collègue qui, elle, va faire les goodies, comme vous disiez, ou les t-shirts, etc., avec de la broderie. Donc, merci de nous avoir reçus, de nous avoir fait découvrir cet endroit, Valère. Je ne sais pas que vous souhaitez. Bonne chance. Oui. Merci, c'est très très gentil, pardon. Mais tout de même d'ailleurs. Et oui, on va se souhaiter bonne chance effectivement. On va espérer que la galerie décolle, mais c'est déjà très très bien parti. Je m'y attendais pas du tout. Bon, écoutez, c'est sur cette bonne surprise que moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.